Voilà. Je peux m'arrêter là-dessus, je pourrais m'arrêter là-dessus pour cette critique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, selon l'heure à laquelle évidemment vous regarderez cette vidéo, pour ne pas citer le très bon Microciné, Samir de chez Microciné. Nous sommes le 1er août 2025. J'ai peut-être pris l'une des plus grosses claques de mon année. Ça s'appelle WWE Unreal et c'est pour moi le meilleur documentaire que j'ai eu l'occasion de voir sportif depuis The Last Dance. Et c'est pas peu de le dire, parce que The Last Dance, je trouvais déjà ça brillant. Salut à YouTube, évidemment, pour ceux qui regarderont en rediff. C'est un live qui n'était pas prévu, mais effectivement, WWE Unreal, donc une série Netflix en 5 épisodes qui raconte les coulisses et l'envers du décor de la WWE, donc sortie cette semaine. Elle a beaucoup fait parler. Au-dessus de Last Shot de Tony Parker, ah oui, plus émouvant. Plus émouvant, puis plus complet, parce que forcément, tu sais, il y a plus de catcheurs. On va vraiment dans un état des lieux qui est hyper intéressant sur l'ensemble de la compagnie. Ce que faisait The Last Dance, c'était pas que Jordan, on avait aussi beaucoup de choses sur les autres aussi, tu vois. Ça qui était bien, t'avais Jordan, mais chaque épisode, t'avais quand même une part sur Rodman, Pippen, Steve Kerr. Là, c'est pareil, tu vois, je trouve ça tellement complet, tellement riche. Donc, vous l'avez compris, effectivement, j'ai bien aimé. C'est sorti cette semaine, ça a fait beaucoup de bruit, puisqu'effectivement, la série est très bonne. 5 épisodes. J'ai évidemment pris un wallpaper au hasard. Voilà, tout fanatisme envers CM Punk est évidemment fortuit. WWE Unreal, donc qu'est-ce que c'est pour ceux qui se posent la question? C'est donc une série Netflix qui va montrer l'envers du décor de la WWE, du booking, donc c'est-à-dire des scénarios, de comment les scénarios sont mis en scène, de comment les combats sont animés, des relations entre catcheurs, etc., d'interviews avec ces catcheurs-là sur ce qu'ils ressentent à certains moments. On va dire pendant la Road to WrestleMania qui est, je parle aussi pour ceux qui n'ont peut-être pas de connaissances catch, parce que ça vous donnera peut-être envie de regarder, WrestleMania qui est le Super Bowl, hein, comme disait Triple H de la WWE, donc le plus grand événement, et on est pendant un documentaire qui va suivre 5 ou 6 catcheurs différents, peut-être un petit peu plus, on va les citer après, il y en a peut-être un peu plus que ça, du Royal Rumble ou avant le Royal Rumble qui dessine la Road to WrestleMania pour arriver jusqu'à donc WrestleMania qui est le Super Bowl de la WWE, et on va suivre des fortunes diverses. C'est le premier que j'ai trouvé, bien sûr, sur CM Punk, le Best in the World. Je le déteste, voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant. Hein. Je suis un fan plus qu'hardcore. Pour ceux qui tomberont peut-être sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas via YouTube, je suis un fan absolu de la WWE, qui est même capable de vous défendre à tort et à travers pendant 4 heures son passage à l'AEW, que je me suis refait en entier, messieurs, dames, pendant l'été, là, de son retour jusqu'à son dernier match contre Samoa Joe, et je persiste et signe qu'à quelques exceptions près, le run était très bon. Ce que fait CM Punk depuis son retour à la WWE est plus que très bon, même si on peut évidemment aimer ou non certains axes narratifs, mais ça c'est pas lui, c'est pas de son ressort. Mais ce documentaire fait que de me prouver un peu plus à quel point cet homme est extraordinaire. Et il y en a d'autres, les John Cena, les Cody Rhodes. Et justement, on va en avoir quelques-uns. Qui vont être évidemment suivis. On a Cody Rhodes, John Cena, CM Punk, Charlotte Flair, Bianca Belair, Jey Uso, Rhea Ripley, Chelsea Green aussi. Chelsea Green, ça fait 8. Évidemment, Triple H qui va être un peu le narrateur de l'ensemble. Et puis, beaucoup de part belle aussi aux scénaristes. Et c'est le premier truc justement sur lequel je voulais revenir. Et d'ailleurs, CM Punk l'avait dit en interview, que c'était casse-gueule. Que c'était casse-gueule de montrer l'envers du décor de la WWE, sachant que pour la plupart des catcheurs, ce qu'on appelle donc le kayfabe, c'est leur personnage. Alors certains, effectivement, ils le disent d'ailleurs dans le documentaire, certains comme CM Punk, comme Cody Rhodes, voire même comme John Cena, n'ont plus de gimmick. Ils sont tellement emblématiques qu'en fait, ce qui marche, c'est quand ils sont eux-mêmes. Donc, ils ont la chance de pas avoir de gimmick, c'est-à-dire de personnages. Et donc, du coup, ils essaient de garder le kayfabe au maximum quand ils sont en dehors des locaux, etc., pour rester un peu dans leur personnage. Évidemment, pas à outrance, mais en conférence de presse, ceci, cela, même sur les réseaux ou autres, ils aiment bien en jouer, etc. On voit, par contre, avec d'autres personnages comme Chelsea Green, comme Rhea Ripley surtout, hein, on voit que vraiment il y a une distinction entre elle dans la vie et son personnage sur le ring.
on voit, c'est très bien travaillé, en fait, la manière dont on va, on va apprendre finalement aux spectateurs comment ils rentrent dans leur personnage et comment ils vont rentrer dans ces chaussons-là pour devenir des gens complètement différents. Et c'était hyper casse-gueule parce que effectivement, même si comme Narco, les secrets in-ring sont pas trop dévoilés et puis qu'ils révèlent pas tout, ils révèlent quand même beaucoup de choses, les scénarios, comment tel ou tel catcheur et pourquoi ils sont mis en valeur, etc. Et c'était assez risqué parce que pour beaucoup de catcheurs et puis même pour en règle générale le public, il y avait toujours cette question de mais le catch c'est scénarisé, c'est pour de faux, ceci, cela. Et là c'est assumé. C'est assumé qu'effectivement c'est scénarisé. Ils parlent d'ailleurs de saison, donc pour eux c'est comme une série, c'est écrit comme une série. Pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, Freddie Prinze Jr., qui était un acteur qui avait joué dans Scooby-Doo, etc., avait été scénariste pour la WWE pendant longtemps. Voilà, beaucoup de catcheurs vont ensuite évidemment dans le monde du cinéma, c'est pas pour rien non plus, hein. Cena, Punk, Batista, The Rock et compagnie. Et le secret qui était tenté d'être gardé tant bien que mal, avec ce docu, est révélé au grand jour. Et il y a ce génie, si j'ose dire, que je retrouvais un peu dans The Last Dance, qui est, on n'est pas que devant un documentaire, on est devant une série, avec des rebondissements, avec des twists, avec des cliffhangers, où on a envie d'être dans l'épisode suivant, et quand bien même tu sais déjà ce qui s'est passé, comme à l'époque de Jordan, tu savais très bien comment s'était passée sa carrière, etc. T'as envie d'être à l'épisode suivant parce que si même à un moment donné tu sais ce qui s'est passé, tu sais qui est le gagnant de tel match, de telle série de playoff NBA, eh ben t'as quand même envie d'y être et t'as hâte d'être voilà, t'avais hâte d'être à la semaine suivante dans The Last Dance. Là ils ont tous sorti un coup, t'as juste envie d'embrayer parce que la réalisation, la mise en scène, le soin du montage, ça je tiens à le rappeler sur une scène qui m'a bluffé. Le soin du montage quand il parle de l'Elimination Chamber, où il y a tout un... et sur le heel turn de John Cena, où tu vois le montage de... J'en ai des frissons rien que d'en parler, tellement visuellement c'était bien foutu. Tu vois Triple H parler avec The Rock, mais en version storyboard, et les storyboards de certains protagonistes qui redonnent vie à certains catcheurs pour redevenir en fait de certains storyboards la situation réelle qui s'est passée, notamment un storyboard du visage du heel turn de Cena qui devient la réalité derrière, tout ce qu'il y a sur comment apprendre à un néophyte, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est quelque chose qui peut s'adresser aux néophytes, et c'est pour ça, Roawin, que je pense t'adorerais, c'est qu'on te fait comprendre tout, c'est très minutieux dans le montage, dans les graphismes aussi, parce que ça joue beaucoup sur l'idée graphique, et puis alors, d'un point de vue de mise en scène, de choix, de montage et de réalisation de ce qui nous montre pendant les matchs, j'ai été bluffé par deux choses. D'un point de vue uniquement de réalisation et de comment il donne vie, d'un point de vue filmique, à des matchs de catch rapides, succincts, efficaces et qui te marquent en fait dans la réal, et comment le rendu est mis dans le documentaire. C'est les Rumble et le Triple Threat match de CM Punk, Roman Reigns et Seth Rollins. D'un point de vue de réalisation, le Rumble, quand tu vois rentrer un mec, il place une prise, la caméra bouge vite, mais tout en plan séquence, et en fait c'est une autre prise avec le même catcheur qui en retire un, et tout va à 2000 à l'heure, et c'est fait d'une telle réalisation, d'une telle science en fait, d'un montage, mais pourtant filmé sur plan séquence, c'est exceptionnel. Et le Triple Threat match, c'est tellement dynamique, enfin, c'est fort. C'est hyper technique, ouais, comme réalisation. C'est pointilleux, c'est technique, c'est précis. On n'est pas que dans un documentaire qui montre l'envers du décor avec quelques voix off, avec quelques évidemment interviews, etc. Bon, t'as les codes hein, évidemment du documentaire qui sont là, mais t'as aussi les codes d'une fiction, d'une série. Ils oublient pas ça et c'est génial. Ah mais le Rumble et les triples menaces, je suis d'accord, mon The Man, je n'ai jamais vu un montage comme ça dans du catch. Ils essayent. Moi, je vous le dis, j'ai connu la période NT1 à l'ancienne. J'ai connu ensuite la PG era, donc l'époque Cena, Punk, etc., mais qui était loin d'être la meilleure époque de catch. Enfin, il y en avait quelques-uns qui tenaient la compagnie à flot, mais c'était tellement les divas, le divertissement, les trucs, les machins, les tartes à la crème, les Hornswoggle et compagnie. C'est vrai qu'à un moment donné, moi, ça me gonflait vite. Je préférais limite le produit avant, avec le Randy Orton déjanté, qui punk-kickait à tout va, parce que pour moi, cette période-là, c'est un peu avant quand même, hein.
Mais c'est vrai qu'il y avait les main eventers qui tenaient le truc, quoi. C'était les Punk et son règne, le retour de Lesnar, les trucs comme ça. Mais t'as eu une phase jusqu'à ce que Triple H devienne COO et puis qu'après ils prennent la charge directive. Où là, actuellement, le produit de la WWE, je dirais depuis le Covid, mais même un peu avant le Covid et surtout là maintenant, avec l'explosion de la Bloodline, les trucs, les machins, je trouve que d'un point de vue cinématographique, c'est devenu super. Ce qu'ils ont fait avec, je sais pas si vous vous souvenez, mais de Punk, Reigns et Paul Heyman, où ils sont filmés comme un film. Et en fait, ils discutent un peu, etc. Et CM Punk dit, moi, j'ai une faveur à demander à Heyman, je vais t'aider pour les Survivor Series, mais voilà, après, attention, j'aurai mon mot à dire et tout. C'était, enfin moi, personnellement, qui regardais le catch quand même depuis un long moment, j'avais rarement vu cette scène-là. Je me dis, putain, c'est du cinéma. Et il tente de plus en plus. Et ce documentaire-là lui rend vachement hommage. Parce que d'un point de vue technique et de réal, etc., pour les puristes, comme pour les, euh, comme pour les néophytes, c'est hyper bien filmé. Et ça t'apprend beaucoup de choses. C'est vrai que moi, qui regardais le docu, je me suis dit, ah putain, c'est vrai que les gens voulaient Punk vainqueur du Rumble. Les gens voulaient Punk vainqueur du Triple Threat match. Tu vois aussi, j'en parlais tout à l'heure, mais par exemple, j'aurais pu trouver que sur certains moments, notamment vis-à-vis de Charlotte, c'est trop beau, trop gentil. Ah, Charlotte, on sait que son Rumble, sa victoire, n'a pas été appréciée des fans. Elle s'est fait beaucoup huer après. Elle a eu des galères avec Stratton. Il y a eu des mots plus haut que l'autre, ceci, cela. Elles ont réussi à rester pro derrière et tout. L'épisode qui met en avant Charlotte, je me suis dit, ah, c'est quand même tout beau, tout gentil. Hein. Elle a fait passer pour eux une héroïne, alors que la véracité des propos vis-à-vis du public n'était pas forcément la bonne. Mais ce qui est bien, c'est que plus tard, notamment dans l'épisode 4 ou 5, on nous montre que Charlotte n'est pas spécialement appréciée du public, qu'il y a quand même des moments où ça peut partir en couille, notamment le passage où elle parle au micro avec Stratton et ça parle de DM son mec, de ceci, de cela, la référence aux 3 mariages loupés. Derrière, Jey Uso, on voit quand même dans une réunion que Triple H, il est là, genre, mais je pense pas qu'il tiendra sur... Moi, c'est une phrase qui m'a marqué, ça. Triple H qui dit, mais il aura pas les épaules. Il tiendra pas. Et ils en parlent tous ensemble et ils se disent, mais Jey Uso lui a fait gagner le Rumble parce que c'était l'idée de Michael Hayes, etc. C'était pas mal, mais est-ce qu'il sera au niveau? Enfin, tu sens que les mecs, ils doivent performer tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que la suite a donné plus ou moins raison à Triple H. Après, ils assument. Ils assument parfois les bons choix, les mauvais choix. Et ça rend ça hyper intéressant, quoi. Charlotte qui s'est fait applaudir par les femmes en coulisses, ça a été prouvé que c'était fake. Bah oui, c'était Triple H qui leur avait demandé. Oui, c'est Triple H, je crois, qui avait demandé ça. Donc voilà, c'est ce qui m'empêche de mettre 5 étoiles. Tu vois, notamment ces passages-là. Parce que moi, je mets 4,5 sur 5 au documentaire. Hein. Je le trouve sinon exceptionnel. Mais, euh, mais sinon, c'est... Ouais, tu vois l'envers du décor. Un passage qui m'a plu, Mike. Et tu vois et ça permet aussi de répondre à beaucoup de questions qu'on se pose, notamment sur l'envers et sur comment ils travaillent ensemble. Je sais pas si t'as remarqué, mais CM Punk, l'idée du stomp avec Cena qui le retient à l'Elimination Chamber, etc., puis qui vient le récupérer, tout ça, c'était l'idée de CM Punk. Je n'ai regardé qu'un seul visage. C'était celui de Seth Rollins. Et si tu regardes bien, t'en as deux qui trouvent que l'idée de Punk, elle est excellente, c'est Cena et Rollins. Pour deux mecs qui se détestent et pour les gens qui vont te dire à un moment, parce qu'ils savent pas que la caméra est derrière, ou même s'ils le savent, tu peux pas niquer tes émotions. Tu vois que Rollins, à un moment donné, il fait ça plusieurs fois, il fait pas mal. Et Punk lui dit derrière, il lui dit là, attends, après tu me stompes et tout ça. Et là, je me suis dit, moi, tu vois, ça, je trouve ça cool. Parce que ça montre aussi aux spectateurs que même si toi, tu te dis qu'est fake ou pas, est-ce qu'ils se détestent vraiment, ou comment ça se passe pour eux, machin, eh ben, il y a quand même un envers du décor où tu vois qu'ils sont capables de travailler ensemble. Si, je pense qu'ils s'aiment pas, moi, Mike. Punk et Rollins, je pense. Peut-être mieux aujourd'hui, parce que Rollins, au bout de 2 ans, il a bien été obligé de voir que Punk, bah, il a tout donné pour l'entreprise et qu'il a tout accepté, et même qu'il apporte des bonnes idées. Qu'ils s'aiment pas, c'est indéniable. Mais tu vois qu'ils bossent ensemble, et plus encore que bosser ensemble, ils sont capables d'avoir des discussions ensemble. Voilà, et je trouve ça bien, même pour le rapport à qu'est-ce que tu imagines. Après, oui, comme dirait Narco, il y a peut-être, moi, c'est beaucoup les passages avec Charlotte, mais t'as peut-être quelques passages qui peuvent par moment pas être fake, mais un peu surjoués, surhéroïques, etc., machin. Mais je trouve que c'est désembrayé tout de suite par le fait que parfois ils se disent oui, on s'est planté, oui, ceci, oui, cela. CM Punk, on le démarre
dans le... Salut mon Cebu et bon Dino Crisis. Bah, si t'es en live, je te ferai un petit raid, mon Cebu. Si tu lances en stream, là, le Dino Crisis, je te ferai un petit raid en partant. Mais CM Punk, le premier passage où il discute, c'est pas en mode ouais, je suis revenu, je suis... Et puis je vais te dire, on le voit que CM Punk, c'est quelqu'un... Moi, j'aime tellement ce mec, mais tu vois que c'est un gars qui a confiance en lui, qui veut donner le meilleur, mais par moment, tu sens qu'il a... il stresse, il a les boules. C'est un grand professionnel. Tu sais qu'il s'aime bien, tu sais qu'il par moment, il a un ego hein, qui est là, et on le voit plusieurs fois dans ce qu'il dit, il a un ego hein, quand il parle de lui. En même temps, il a raison, enfin je veux dire. Mais tu sens qu'il stresse, tu sens que par moment, les doutes peuvent avoir raison sur sa confiance et que ça reste un être humain. J'ai eu, c'est rare pour un documentaire, j'ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois. Hein. Les passages avec CM Punk où Triple H le félicite, où il est à la fin, où il pleure, il est comme ça, il dit je l'ai fait, j'étais pas vraiment... Mais j'étais tellement heureux pour lui, mais tellement pas bien, parce que ce mec-là me fout les boules peu importe quand. Quand il est en larmes avant de rentrer, qu'il y a encore des gens qui viennent me dire que ce mec-là, c'est une enflure, tu vois. Le mec, il est en larmes avant de rentrer, il livre un match qui est à 4,75 sur 5, noté Dave Meltzer, tout le monde dit que c'est exceptionnel, même Seth Rollins, même Becky Lynch le dit, hein. Hey, ils ont envoyé, ils ont trop bien vendu ça. Elle a pas dit, hey, Seth Rollins c'est trop fort et Roman aussi. Non, ils ont dit les trois. Preuve que CM Punk a fait un travail de fou et qu'on le reconnaît, tu vois. Et quand tu vois ça, alors que la première scène où on voit Punk, c'est un Punk un peu qui se la raconte et qui parle de ses griefs avec Triple H et Triple H qui parle mal de Punk, ils sont honnêtes dans leurs propos. Et c'est pour ça que je me dis que ça désamorce un peu les côtés parfois super héroïques et un peu fake. C'est que derrière, le propos est désamorcé par des vérités que tu sais qu'ils n'ont pas peur de dire dans un docu qui sera vu par le plus grand nombre. C'est-à-dire que CM Punk et Triple H, ils ont atteint un stade de respect maintenant où ils peuvent parler de l'époque où ils s'entendaient pas. Ils s'en foutent, ils savent où ils sont maintenant. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux à la fin du premier épisode. Punk après son match face à Rollins, avec la musique Without Warning de The Weeknd, avec Punk en larmes, c'est beau, putain. Ah oui, non, mais moi, je te le dis, tous les passages avec Punk émouvants, moi, j'ai quasi chialé, mais parce que je vous dis, Punk, c'est une part de ma vie. Moi, ouais, je le dis souvent, hein, mais il y a eu CM Punk, il y a eu Alejandro Valverde, il y a eu Kobe Bryant. Voilà, et puis dans mes plus grands, dans mes plus grands, dans mes plus grands moments sportifs de l'histoire, t'as quoi? T'as Punk qui prend le titre, t'as la victoire des Nuggets, t'as Alejandro Valverde le championnat du monde et la victoire du PSG en Champions League, quoi. Voilà, CM Punk, moi, c'est pour moi une légende. Et c'est dur de retenir ses émotions, mais parce que c'est bien fait. Et c'est pareil avec les autres. Tu le vois avec Rhea Ripley, elle est tellement tendre par rapport à son personnage, etc. L'envers du décor. Un épisode que j'ai beaucoup aimé, Mike, c'est celui sur Chelsea Green. Il se contente pas de montrer les meilleurs, il montre aussi ceux qui ne fonctionnent moins. Quelqu'un comme Chelsea Green qui va à Vancouver, elle prévoit toute sa famille, finalement elle est même pas bookée, elle a le seum, elle devient championne des États-Unis, alors que c'est une nana, tu vois, qui était faire valoir. Elle, tout son épisode où on parle de Chelsea Green, c'est parler d'une nana qui a failli gagner le Rumble. D'ailleurs, bon, c'était peut-être plus une vanne quand ils en parlent en booking, mais qui a quand même eu une sacrée perf au Rumble, qui gagne le titre des États-Unis, qui est aimée de tout le monde, alors qu'à la base, elle représente le statut non seulement d'une diva, de l'époque des divas à l'ancienne, etc. Ça montre qu'il y en a qui aiment encore ça, et c'est légitime, c'est leur droit. Et aussi le côté, je me prends des tartes à la crème, je suis rempli de merde, je job, je perds pour des gens, je mets les autres en avant. Je m'en fous. Du moment que je passe devant la caméra, que je passe un bon moment, que je m'éclate, je me régale. Et, c'est bien de montrer toute cette ampleur-là. T'as quoi? T'as Rhodes et Cena au sommet. En fait, t'as Rhodes au sommet qui finish sa story. T'as Cena qui fait son heel turn, où tu le vois, toute la minutie, la précision avec laquelle ils ont gardé ça secret, l'envers du truc et tout, toutes les idées où ils sont au téléphone pour parler avec The Rock, machin, tout ça, ils disent que l'idée est géniale, mais tu vois que Triple H, il est là, genre, oh là là, j'espère qu'il n'y en a pas un qui va dire non, parce qu'ils comprennent à quel point, mais faire turn Cena, c'est un moment, mais t'imagines, ça marche pas, enfin, genre, c'est ultra casse-gueule pour eux. Et voir ça en off, c'est génial. C'est génial. C'est tellement passionnant. Comme voir dans The Last Dance tout ce qui était ça. Tout ce qui était les tenants et aboutissants d'un Dennis Rodman qui va à Raw, justement, ou à SmackDown, casser les couilles de je sais plus trop qui, là,
à la WCW ou à la WWF, je sais plus à l'époque où il allait, puis le lendemain, il avait un match de playoff, tu vois, de finale NBA, le mec en a rien à foutre. Mais c'est ça qui était intéressant, c'est de voir tout cet autre côté-là du catch. Bianca Belair qui crée ses tenues. Ouais, tu les mets en avant autrement. Bianca Belair qui va créer toutes ses tenues. Rhea Ripley et sa passion pour les animaux empaillés, des trucs comme ça, mais c'est hyper touchant parce que tu la vois dans un quotidien où c'est un être humain, tu vois. Cody Rhodes, on met beaucoup en avant son côté père de famille. John Cena et son heel turn où tu te dis, putain, lui, tu sens que c'est la passe de pouvoir, la passation de force, etc. Mais c'est tellement bien fait. L'une des idées de base que le Rock fasse gagner le titre à Owens direct à Elimination Chamber après que Cody aurait dit non à Rock, cette idée, j'en rêve, ça aurait été une folie dans la réalité. Ah bah oui, mais après, t'as des idées qui ont été non validées, qui pour moi étaient meilleures que d'autres. Tu vois, Mike, CM Punk qui gagne le Rumble, bah ouais, l'histoire a montré que ça aurait peut-être été mieux que Jey Uso, hein. Et finalement, ça aurait été la même chose. Ça aurait été CM Punk comme Gunther. Est-ce qu'il l'aurait mis, cela dit, est-ce qu'il l'aurait mis main event? Il aurait gagné le Rumble et le titre contre Gunther, mais est-ce qu'il aurait été main event ou est-ce qu'ils auraient mis Rollins Reigns? On sait pas ça. Au moins, il a eu son main event. Bah alors, Mike, je vais te dire un truc. Et alors, faut voir comment ça va se passer. Mais là, je vois que le Rumble, tout le monde voulait Punk. Son WrestleMania moment, il l'a eu et tout le monde voulait qu'il gagne. Le Rumble, il l'a pas eu. Et moi, je pense que là, maintenant qu'on sait qu'il peut être capable d'aller travailler en Arabie Saoudite, le prochain Rumble, il est pour Punk. Le main event de la nuit 2, il est pour Punk. Quand je vois un truc comme ça où tout le monde est à tel point en mode il faut, et que ça se fait pas, mais qu'ils sont tous derrière lui en train de dire que t'as été brillant et que finalement il perd et tout, je serais limite en mode j'espère que Seth Rollins va cash in et que CM Punk va gagner le titre, mais Seth Rollins va lui prendre dans la foulée, peut-être s'éloigner du titre ou quelque chose comme ça, on sait pas trop, et il revient au Rumble et il gagne. Alors je le vois aussi gagner demain, moi, sans problème, mais j'espère qu'il fera pas que ça. En fait, Mike, d'un point de vue honnête, j'ai pas envie que CM Punk ne soit qu'un main eventer de nuit 1. J'espère qu'il sera main eventer d'une nuit 2. Et je le vois bien gagner le Rumble et affronter pourquoi pas Rhodes au prochain WrestleMania. Ça ouais. Un Punk Rhodes, un petit goût d'inachevé au prochain WrestleMania. Et à la limite, on a le temps d'ici là. Tu lui fais une petite rivalité, il se fait cash in par Rollins, il perd, et puis après, pendant 2-3 mois, il fait autre chose, et il revient pour le Rumble, et là, il va sur autre chose. C'est soit lui ou Zayn pour le Rumble. Ça peut être Sami Zayn aussi. Mais tu vois, le documentaire me fait me dire, est-ce que là, ils vont pas finir par lui donner, sachant que plusieurs fois, ils étaient en mode Punk, finalement, non. Le Royal Rumble 2026, il va sûrement donner à Zayn, vu que c'est en Arabie. Ouais, mais il va catcher en Arabie maintenant, Punk. Il l'a fait contre Cena. Ou est-ce que CM Punk sera pas toujours champion au Rumble? Ça, c'est une question qu'on peut se poser aussi, hein. Ce qui est pas négligeable. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat, mais c'était des pistes que m'avait donné le documentaire. Mais oui, non, même les doutes de Jey Uso, c'est vrai, Bianca Belair, le seul peut-être éventuellement, voilà, le seul petit truc que j'aurais retiré, encore que ça montre la camaraderie, mais j'ai pas trop trouvé l'intérêt, c'est le moment où ils parlent tous des moments où ils se sont chiés dessus sur le ring, etc. Bon, en vrai, c'est drôle, je vois pas vraiment... Ça fait vraiment remplissage de CM Punk qui arrive pour casser les couilles à tout le monde, puis qui se barre en mode je m'en bats les reins. Ouais, bon, cette scène-là, je trouve qu'elle est un peu hors sujet, surtout dans l'épisode final où tu vois que c'est quand même bien sérieux, c'est le Rumble, mais ça montre aussi qu'ils s'entendent bien, que c'est convivial. Tu vois les affinités entre catcheurs aussi. T'en as par moment, tu peux te dire, bon, est-ce qu'ils en rajoutent pas parce que la caméra est là, mais t'en as, c'est authentique. Punk et Rhea Ripley. Les deux s'adorent, hein. CM Punk et Rhea Ripley, ils s'aiment vraiment. J'aurais bien aimé qu'on voit plus de CM Punk avec Bayley. Parce que là, Bayley c'est sa frangine, hein. Moi, je trouve que c'est un beau casting. Et tu vois, Mike, je trouve ça intelligent. C'est un beau casting parce que quelque part, ils ont tous quelque chose ensemble. CM Punk, Cena, c'est son soulmate, tu vois. C'est un peu son âme frère, hein. C'est son meilleur ennemi. C'est normal de les mettre les deux dans le même documentaire parce que pour moi, c'est la première saison. Cody, c'est pareil. Rhea Ripley, CM Punk, ça match. Rhea Ripley, Bianca Belair, ça match. Jey Uso, CM Punk avec Cody, ça match, tu vois. Il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. Quand tu vois par exemple dans le docu que CM Punk et Gunther discutent un peu ensemble et qu'ils s'entendent bien, récemment Gunther a dit en interview qu'il avait hâte de faire son match contre CM Punk, que c'était pour ça qu'il rêvait de faire du catch pour être contre des légendes. Mais à part ça, CM Punk est un con, hein, bien sûr.
Mon idée, Punk gagne à SummerSlam, Rollins cash in sur Cody, puis à Crown Jewel, les deux champions du monde s'affrontent comme l'année dernière, Rollins blesse Punk, Punk laisse son titre vacant, puis il gagne le Rumble et va affronter Rollins. Bah moi j'adorerais ça. Ah, je signe à tort et à travers. John Cena qui dit plusieurs fois, moi je ferais ça toute ma vie si je pouvais, mais il y a un moment donné le corps il faut s'arrêter. On nous montre aussi l'envers du décor de quelqu'un qui aimerait faire ça à vie, mais qui malheureusement ne peut pas. J'ai appris des tas de trucs aussi, moi, Mike. Je me disais, putain, mais les mecs que je regardais à l'époque, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh bah, Tyson Kidd. Bah, et t'inquiète pas qu'il est producteur de match. Et Tyson Kidd, c'est un workhorse, comme dirait CM Punk. C'est un cheval de guerre, un fou de travail. Tu vois, aujourd'hui, Tyson Kidd, il fait partie de Jamie Noble. Jamie Noble, Tyson Kidd, William Regal, Bobby Roode, qui fait partie de l'équipe créative. Et ça, c'est hyper cool. C'est hyper cool parce qu'en fait, tu vois que même si eux, dans le ring, à leur époque, ils ont peut-être pas eu le succès escompté, encore que Tyson Kidd a eu une plutôt belle carrière en équipe, mais il a pas fait non plus grand-chose. Bobby Roode, pour moi, Bobby Roode aurait pu faire beaucoup plus. Je suis étonné de pourquoi Bobby Roode a été si peu utilisé. Peut-être parce qu'il était blessé. Je sais pas s'il a eu des blessures ou pas. C'est à une époque où je regardais peu, mais le mec avait une telle carrure, ancien champion du monde de la TNA et tout. Mais aujourd'hui, voilà, membre de l'équipe créative. Mark Henry, William Regal. Euh, Oui, alors après, Tyson Kidd, il n'était pas beaucoup booké. Il a peut-être problème, je sais pas moi, au niveau de l'aura. Bon, c'est vrai qu'il n'avait pas un charisme de guerre, hein, Tyson, mais c'était un super bosseur et très bon dans le ring. Mais ils sont dans l'inside. Et ça, tu le vois. Toute la conception qu'ils font de la gorilla position, ça paraît rien du tout, tu vois. Mais tu te dis, putain, en fait, moi, un truc que j'ai remarqué, c'est tellement technique. Le nombre, ah, tu le sais, mais pas à ce point-là. T'as tellement de caméras, d'angles d'attaque, de mecs qui sont là pour voir, vérifier si un tel vérifie bien ça, puis tous, ils sont 6 autour des tables, machin. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Moi, je me dis que, ouais, enfin, et tu le vois d'une précision, la fin des matchs où ils diagnostiquent tous un petit peu les bons points, les mauvais points. Le mec qui s'excuse parce que Punk et Rollins, ça a duré plus longtemps que prévu. Ouais, au Raw de Netflix. Ah, il se dit, ah merde, ça a duré 2 minutes. Et Triple H, je crois, il lui dit, oh, ouais, on s'en bat les couilles, frère. C'était tellement bien, t'inquiète, ils vont pas râler. Et ça aussi, tu peux l'apprendre parce que moi, c'était mon cas, Mike. Je me dis, c'est sur Netflix, c'est en direct, au niveau de la rediffusion, ils s'en foutent. Je pense qu'à mon avis, ils sont un peu plus laxistes et ils peuvent un peu plus se faire plaisir. Mais non, non, t'as un time code. Comme à la télé, hein, t'as un timer, tu peux pas non plus dépasser, voilà, parce que sinon, après, c'est chiant. Les matchs où ils coupent carrément des bouts parce que tel ou tel segment, on peut pas, alors on va aller un peu plus à l'essentiel. Le rôle ultra primordial des arbitres, tu le sais au fond, mais le voir dans cette configuration-là, ça le rend le truc tellement authentique. Et moi, je me dis, ouais, c'est vrai que tu dois stresser vachement plus, quoi. T'es pas genre catcheur, tu fais ta promo, ou tu fais ton match, t'apprends ton match par cœur, ceci, cela. En fait, il y a des tas d'imprévus, quoi. Et moi, tu vois, il y a deux choses que je pourrais dire, Mike, quand j'ai vu ce documentaire, vraiment. Hein. Un, c'est quand même de sacrés athlètes, et surtout, c'est quand même de sacrés professionnels. Et deux, mais qu'est-ce que je suis content d'être fan de catch. Ah bah alors là, que les mecs continuent à me dire c'est un sport de beauf, de mecs en slibard, de trucs, on s'en bat les couilles. Que je suis content d'être fan de catch. Parce que quand tu vois ça, mec, juste, c'est c'est les derniers mots de Triple H. On a fini une saison, on a tout donné pour WrestleMania. Des vacances? Non, non, ils sont à Raw demain, les mecs. C'est 365 jours par an, hein. On en parle de la scène de Cody Owens, le visage en sang, qui demande à Cody s'il va bien. Cette scène-là, ou la scène de Cody en sang qu'a Travis Scott au téléphone. Pareil, c'est bien ça pour désamorcer tous les gens qui disaient Travis Scott, il l'a fait intentionnellement, il se la raconte, il ceci, cela, ouais, il a mis un vrai pain à Cody. Le premier qui appelle, c'est Travis, pour demander à Cody, excuse-moi, tu vas bien, putain, vous m'avez donné le filon. Et Cody, il est là, genre, me refais ça quand tu veux, avec plaisir. Preuve en est, c'est que Travis Scott était là à WrestleMania derrière. Tu vois, ça aussi, tu vois, dans l'envers du décor, c'est agréable. Et putain, la gueule en sang de Cody, tu vois, qui se fait laver ou les trucs. T'es là, tu te dis, ouais, ouais,
Ça envoie. Stratton qui se bousille une dent pendant son match contre Charlotte. Encore heureux que ce soit une fausse, mais quand même, tu vois. Tu te dis, ça saigne et tout, machin, puis ils ont le courage d'aller au bout. Ouais, non, 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 c'est costaud, hein. Les gens, Travis Scott, une honte du catch. Bah oui, mais j'espère qu'au moins cette scène-là fera comprendre aux gens qu'ils avaient tort. Après, ils pourront toujours se dire que c'est scripté, il y a la caméra, faut être gentil devant la caméra. Et peut-être que Cody, il sait qu'il est filmé, alors il en fait pas trop, alors que dans sa tête, il a envie de lui dire, frère, la prochaine fois, fais attention. Ah non, bon, écoute, t'es dans l'impulsion. Je pense que Cody, il s'en foutait. Dans l'impulsion du moment, il a peut-être senti un petit peu le truc. Bon, voilà, il s'est dit, ah oui, lui, il y est allé, tu vois. Mais par contre, le segment, l'angle était tellement incroyable. Reanimal, plus j'en vois, plus ça me hype. C'est du Little Nightmare en plus horrifique. C'est banger et le collector me fait de l'œil. Comment il va, mon Yaya? Est-ce que tu vas regarder? Parce que toi, t'aimes le catch maintenant. J'espère que tu vas regarder le docu. Reanimal, il faut que je le fasse, lui. C'est vrai que tu m'en avais parlé. Ouais, ça a l'air d'être vraiment bien. S'il y a eu des nouveautés, je veux bien que tu me les envoies sur Insta. Je regarderai. Par contre, même si l'épisode du Hilton est incroyable, j'aurais voulu voir la réaction des Punk, McIntyre, Rollins et Priest en backstage. Ouais, c'est vrai que ça aurait été intéressant Mais McIntyre est quasiment absent, hein. Damian Priest. Mais eux, pour moi, ce sera les têtes d'affiche du prochain. Je pense. Ce sera les têtes d'affiche de la saison 2, parce qu'à mon avis, il y aura plusieurs saisons de WWE in Real. Et à mon avis, des mecs comme McIntyre, Rollins, Reigns, Priest, LA Knight, je pense que c'est des mecs, on les verra dans les autres. Bon, c'est certain. La saison 2 est annoncée à la fin du dernier épisode, c'est pour l'année pro. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, comme il y aura une saison 2, à mon avis, ce sera eux les têtes d'affiche. Et on en verra peut-être moins de cette saison-là. Mais encore une fois, moi, je pense que Cena, Punk pour la notoriété, Cena pour le heel turn, Rhodes pour la story, Jey Uso pour le Rumble et puis l'ascension d'un nouveau, Charlotte Flair pour le retour, Rhea Ripley parce que c'est la Madone actuelle du catch féminin, et Bianca Belair parce qu'elle a une cote de fou. Bah, c'était les mecs à mettre en avant au premier, hein. C'était pour moi les mecs à mettre en avant dès le départ. Surtout que t'en vois d'autres dans les backstage quand même. Tu vois pas mal Kevin Owens, euh, Chelsea Green, j'avais oublié aussi. Ah, t'en vois quand même quelques-uns, hein. Hype pour SummerSlam. Ouais. Fait chier, je suis au rancho au moment du match de Punk, mais je vais essayer de rentrer plus tôt pour regarder le match en direct. Je vais essayer de rentrer plus tôt du rancho demain. Je sais pas à quelle heure sera le match. À ton avis, Mike, le main event, CM Punk Gunther, ce sera à quelle heure demain? 4 heures? 5 heures? C'est à minuit. Oui, le show principal, mais le match de Punk, ça va être vers 4 heures. SummerSlam, je sais pas combien de temps ça dure, peut-être même 3 heures, 3h30. Alors 3h30, non, à mon avis, ouais, non, 3h30, je serai encore au rancho. Je le regarderai le lendemain matin ou je le regarderai le... Non, je le regarderai le soir même. SummerSlam 2023, c'était 4h10. Ouais, donc tu vois, hein. Moi j'aimerais bien, à 4h, je suis à la maison, hein. Il sera main event, il a annoncé qu'il serait main event. Ouais, ouais, ouais. Je t'ai envoyé le collègue. Ça marche, mon Yaya, je regarde ça dès que j'ai fini mon live. Mais ouais, ouais, non, SummerSlam, ouais, et puis il y a des super matchs. Mais même au-delà de CM Punk, c'est une carte limite de WrestleMania, hein, franchement. Là, puis bon, CM Punk, main event. Main event de SummerSlam. Bon, il l'a déjà fait le main event de. Il l'a déjà fait le main event de. Oui, il l'a déjà fait le main event de SummerSlam. CM Punk, John Cena, c'était le main event. CM Punk, Brock Lesnar, je ne sais pas. CM Punk, Jeff Hardy avec leur tour de l'Undertaker, c'était un main event. Punk Jeff, c'était un main event. Quel match! Quel match! CM Punk, Jeff Hardy, quel match! Ouais, ouais, non, il en a fait quelques-uns, hein. Jeff Hardy, John Cena. Brock Lesnar, je suis pas sûr. Mais ça le méritait, mais je suis pas sûr. Et l'année. Il l'a fait l'année dernière? Oui, mais c'était pas un main event. Bah, il revenait l'année dernière au SummerSlam, non? Contre Drew. Ou Rollins. Non, avec Drew, avec Rollins arbitre. Lesnar, non, c'était pas un main event. Ah, j'avais des doutes. Tu penses Rollins cash in sur Punk, Gunther, aussi d'un Cody? Bah, pour faire chier Punk, il pourrait cash sur Punk. Mais en vrai, l'idée de le faire sur Cody et qu'il reste champion longtemps, enfin sur Cena ou Cody et qu'il reste champion longtemps et que Punk ensuite gagne le Rumble et affronte Cody et affronte Rollins au prochain main event de WrestleMania, ça me plaît bien. Puis ce serait plus inattendu sur Cody. Et l'idée d'être à Crown Jewel par exemple et qu'il y ait un champion contre champion et que Rollins fracasse Punk et le blesse et qu'il revienne au Rumble, fake hein, évidemment la blessure, moi ça me plaît bien ça.
On verra. Enfin, moi, j'aurais toujours un goût d'inachevé si Punk ne gagne pas un Rumble. Il a encore combien d'années devant lui, Punk? 2, 3 ans? Je pense qu'à mon avis... Oh, à mon avis, il a encore au moins 2 ans. Donc, on va dire encore au moins 2 Rumble. Ça me ferait vraiment chier qu'il en gagne pas un, quoi. Après, le problème, tu fais perdre Cena maintenant, tu fais quoi de Cena jusqu'à décembre? Eh ben, tu le fais affronter Rollins. Il peut récupérer son titre ensuite. Tu le fais redevenir face. Au fur et à mesure, tu fais un face turn et une rédemption lente. Moi, je vais vous dire un truc, honnêtement, hein, les titres à rallonge. Alors, à une époque, on avait des changements de titres tous les 1 mois. Mais là, honnêtement, maintenant, c'est limite tous les ans que les champions ils changent. Moi, j'ai rien contre des mecs qui perdent leur titre au bout d'1 mois et demi, puis il y a des rivalités. CM Punk, Jeff Hardy, Jeff a gagné, Punk a gagné, Jeff a gagné, Punk a gagné, l'Undertaker a gagné. Le tout en quoi? 6, 7 mois? Mais putain, c'était épique. C'était épique. Depuis Roman Reigns, ça a changé. Oh bah bof, Cody Rhodes est resté champion 1 an. Ah, non, tu veux dire depuis Roman Reigns, on fait que des titres longs, ouais. Oui, dans ce sens-là, oui. Ouais, bah ouais. Mais c'est bien, ce serait bien de faire autre chose, quoi. Dans mon univers, dans WWE 2K, Fatal 4-Way, pour mon titre européen, Drew versus Pac versus Ilya versus Will Ospreay. Ah putain, bah Will Ospreay, ouais, tu m'étonnes. Juste pour un titre européen, en plus. La bande-son aussi est super. Que ce soit la soundtrack ou que ce soit la bande originale, c'est émouvant. C'est ce que je disais sur Twitter. C'est émouvant. WWE Unreal, c'est émouvant. C'est complet. C'est... c'est passionnant. Tu sens que c'est fait par des passionnés. C'est d'une technique de réalisation et de mise en scène de documentaire, mais semi-narratif, scénarisé, exceptionnel. Moi, j'adore. Je suis fan. Je le mettrai évidemment, je vous le dis, hein, je le mettrai évidemment dans le classement de mes séries préférées de l'année prochaine, puisque c'est une série documentaire. Bon courage pour le détrôner de la première place. C'est largement premier des séries que j'ai vues cette année. Même si c'est une série docu, pour moi, ça reste une série. Bon courage. Ah non, Andor, c'est après. Ah, je mets même Duster avant Andor. Parce que Andor, je te dis, hein, c'est en 2 parties. Hein. Andor, les 6 premiers épisodes, je suis pas fan. Les 6 derniers, c'est extraordinaire. Andor, largement top 10, c'est pas 10e. Hein, mais non, WWE Unreal a fait un tel travail. Je te dis, c'est comme The Last Dance. Pour moi, c'est le Last Dance du catch et c'est fabuleux. Hein. C'est fabuleux. Non, la première partie, j'avais trouvé ça mou du genou, ouais. Et non pas comme la top de Soul qui est dure et profonde. Je vais vous raid, évidemment, comme promis, chez Le Monde Cebu. C'est Le Monde Cebu. Oh oui, Le Monde Cebu. Le Monde Cebu. Qui est sur Dino Crisis. Je vous laisse lui faire un petit bisou. La phrase de fin. Toujours une phrase de fin en légende. Hein. Profitez bien. Je vous dis à la prochaine, évidemment. Voilà, petit live improvisé, mais qui fera plaisir aux fans de catch. Je pense que des Mike ou des The Man ont kiffé l'initiative de parler de WWE Unreal. Je sais pas ce qu'en ont pensé Johan ou Sturi, ou s'ils l'ont vu, ou s'ils en ont fait des débriefs, mais bon, à mon avis, je pense qu'ils ont bien aimé. Et puis voilà, des bisous. La bite à Soul.